Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la saison prochaine du Barça. Comme vous le savez, il reste un dernier match à jouer face à Bilbao, mais il n'a plus aucun enjeu. Le Barça est déjà champion d'Espagne. Alors ici, ce qui serait intéressant selon moi, c'est de commencer un petit peu à débattre en fonction des changements qui auront lieu pour la saison prochaine. Parce qu'on ne connaît pas le 11 de départ d'Hansi Flick pour la saison prochaine, c'est encore trop tôt, on ne connaît pas encore les réalités du mercato avec les arrivées et les départs. Ok, mais on sait déjà qu'il y aura des changements sur certains cas, notamment au niveau des joueurs. Et puis, même d'un point de vue personnel, je vais partager un petit peu mes opinions sur certaines choses. J'aimerais commencer en parlant de Rafinha. C'est un point très important. Comme vous le savez, il a prolongé jusqu'en 2028. C'est une excellente nouvelle. Il a réalisé une saison exceptionnelle et on espère qu'il pourra continuer sur ce rythme-là. Et le truc, c'est que quand on regarde les rumeurs, on voit que le Barça veut recruter un ailier gauche. Et ça, c'est pas une nouvelle. On le sait, Deco en a parlé même publiquement, a dit qu'il apprécie beaucoup Luis Diaz, apprécie beaucoup Marcus Rashford, mais suit aussi d'autres joueurs à ce poste. Donc il a confirmé que le Barça recherche un ailier gauche. Il n'y a plus de doute là-dessus. Maintenant, il faudra voir par rapport à la faisabilité. Est-ce que le Barça, d'un point de vue économique, sera capable de mettre beaucoup d'argent sur un top ailier ou non? Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut recruter à ce poste. Il y a des besoins clairs et évidents. Lamine Yamal et Rafinha ont été les deux joueurs qui ont joué le plus de minutes cette saison et c'est parce que leurs remplaçants soit n'existaient pas, soit n'étaient pas au niveau et ça a été un vrai problème. Il faut savoir plus les reposer et éviter des blessures la saison prochaine tant ils sont importants. On a été épargné une saison, mais ça ne sera peut-être pas toujours le cas non plus. Et puis même c'est une question de profil, on sait que Rafinha n'est pas un pur ailier comme Lamine Yamal et que justement sur le côté gauche il faudrait peut-être un joueur plus déséquilibrant et varier un petit peu les profils en fonction de l'adversaire ou des circonstances d'un match. Mais ce qui ressort beaucoup dans la presse, c'est que Hansi Flick voudrait un nouveau ailier gauche. On parle notamment de Luis Diaz. Après, c'est trop tôt pour en parler, c'est la rumeur du moment, on verra comment ça va évoluer. Personnellement, je n'y crois pas, mais on verra. Hein. Peut-être que ça va se faire, tout est possible. Maintenant, on parle d'une arrivée au poste d'ailier gauche et on parle potentiellement d'un repositionnement de Rafinha au poste de numéro 10. Et c'est de ça que j'ai envie de parler parce que par rapport au poste d'ailier gauche en soi, c'est encore trop tôt, on ne sait pas réellement qui va arriver au sein du club, même est-ce qu'il y a un joueur qui va arriver, on peut s'attendre à tout avec ce club justement, mais concernant Rafinha en tout cas, ce qui est sûr c'est que je vois beaucoup de gens sur les réseaux être contents et dire que enfin il va jouer à son vrai poste, qu'il faut qu'il joue au poste de numéro 10. Et ça, je trouve ça assez fou. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prises en compte par tous ces gens-là. Et j'aimerais donner mon avis sur Rafinha au poste de numéro 10. Déjà, aujourd'hui, Rafinha joue au poste d'ailier gauche. Et c'est vrai qu'il a un positionnement très axial. C'est pas comme Lamine Yamal qui va coller la ligne et qui va rester tout à fait à droite du terrain pour pouvoir dribbler, éliminer en un contre un et attirer le bloc adverse. Il n'a pas le même rôle que Lamine Yamal. Ok, maintenant attention, ce n'est pas parce que Rafinha est assez axial qu'il peut jouer au poste de numéro 10. Le truc, c'est que quand tu joues en tant que faux ailier gauche dans le demi-espace, tu as une certaine liberté, où tu peux quelquefois prendre le couloir s'il y a de l'espace, ou s'il y en a l'opportunité, comme il peut aussi se retrouver dans le positionnement du numéro 9 ou celui du numéro 10. Maintenant, il faut se poser la question et se demander à quel moment du match Rafinha se trouve dans des positionnements aussi axiaux. Eh ben c'est simple, c'est lors des phases d'attaque ou de contre-attaque du Barça. C'est ça qu'il faut comprendre. Si le Barça est installé haut dans le camp adverse, à ce moment-là, Rafinha peut être très axial, peut demander des ballons dans cette zone-là. Parce que l'idée ici dans Hansi Flick, c'est que les joueurs soient libres sur le terrain, puissent beaucoup bouger, permuter, et donc Rafinha entre les lignes en bougeant, en étant en mouvement, en commençant sur l'aile gauche, mais en pouvant se déplacer. Là, il est fortement intéressant. Maintenant, le truc, c'est que si tu joues au poste de numéro 10, tu as des obligations. Il y a des choses que tu dois faire forcément. Liberté ou pas liberté, tu dois le faire. Par exemple, quand tu regardes Dani Olmo, il y a beaucoup de matchs avec le Barça où il a dû décrocher. Il a dû apporter du soutien au milieu de terrain. Et puis, Dani Olmo, quand on regarde sur la première touche de balle, c'est pratiquement toujours dans les pieds. Très peu dans la profondeur. Lamine Yamal, quelquefois, il trouve en profondeur, mais c'est très rare. Alors que Rafinha, lui, c'est pratiquement toujours dans la profondeur. C'est souvent comme ça qu'on le trouve et c'est souvent comme ça qu'il arrive à faire mal. C'est ça la différence. Au final, quand on regarde, Dani Olmo est un joueur qui doit faire la différence sur sa première touche de balle, tout comme Fermín López aussi. C'est des joueurs qui sont amenés à demander le ballon alors qu'il y a un gars ou deux dans leur dos qui fait déjà le pressing et qui est prêt à intervenir. Donc ils doivent éliminer sur leur première touche de balle. Ça, c'est primordial pour le poste de numéro 10 parce que tu dois savoir jouer dos au but ou tu dois savoir jouer
en face de ton gardien. Ça dépend du point de vue que vous avez par rapport à cette expression, mais vous comprenez là où je veux en venir. Rafinha, ce n'est pas un joueur qui excelle de par sa première touche de balle. Rafinha est un joueur qui excelle plus de par sa prise de profondeur, son analyse, il arrive à détecter l'espace et à être très rapide, à s'engouffrer lorsqu'il le faut. Et puis, c'est un joueur qui a un très bon contrôle, mais pas une première touche de balle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est totalement différent parce que éliminer sur ta première touche de balle ou avoir un contrôle où tu vas accentuer ta course et vous voyez ce type de ballon que tu vas réussir à contrôler en conservant ta vitesse au moment du sprint. Ça, c'est des choses vraiment, vraiment différentes. Rafinha excelle là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a une forte liberté, parce qu'il peut se déplacer sur tout le couloir gauche. S'il veut, il peut le faire sur l'aile. S'il veut, dans le demi-espace, ce n'est pas un problème. Il fait ce qu'il veut en fonction des espaces qu'il y a sur le terrain. Et s'il joue au poste de numéro 10, il va être plus axial, mais dès le départ de l'action. Et pas à la fin de l'action. Il peut terminer en étant axial quand tu joues au poste d'ailier gauche, mais pas commencer. C'est ça qu'il faut se dire. Donc par rapport à tout ça, pour moi, ce n'est pas une évidence. Il pourrait peut-être le faire parce qu'il y a des qualités, parce qu'il progresse, parce que sous le style d'Hansi Flick aussi, il y aura beaucoup moins de règles à respecter, disons ça comme ça, il y aura plus de liberté, ok, mais ce n'est pas une évidence encore une fois. Et puis, par rapport à Rafinha, ce qui est important de se dire aussi, c'est que c'est un joueur qui excelle dans ce rôle-là, en tant qu'ailier gauche, en pouvant prendre la profondeur. Pourquoi vouloir changer? Ici, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des types de matchs où il pourra faire beaucoup de bien à ce poste. En soi, au début de saison, on l'avait vu au poste de numéro 10. Je me souviens notamment du match face à Bilbao, on gagne 2-1. Il avait joué dans ce positionnement-là, on l'a vu quelques fois, ok. Et je pense que surtout face à des blocs bas resserrés, il peut jouer à ce poste-là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va toucher plus de ballons. Il pourra beaucoup plus mettre en avant sa qualité de frappe, sa qualité de passe, sa vision de jeu au service de l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a par exemple des matchs, notamment face à Inter Milan, où il était sur le côté gauche, un peu trop esselé, il touchait trop peu de ballons, faisait trop peu la différence quand les lignes étaient trop resserrées. Et ça, c'est un problème. Quand l'équipe joue très bas sur le terrain en face, il a du mal des fois à se montrer parce que balle au pied, ce n'est pas un joueur comme Lamine Yamal. On le sait. Alors que peut-être que si il démarre en tant que numéro 10, il pourra faire du bien à ce moment-là, ce sera différent, il va toucher plus de ballons. Et tout ça, c'est vrai. Maintenant, il aura aussi d'autres responsabilités qui vont aller avec. Et je pense que d'un point de vue technique, il y a quand même beaucoup de demandes au numéro 10 du Barça. Daniel Olmo peut assumer ça. Fermin Lopez peut assumer ça. Mais Rafinha, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Après, je suis persuadé que sur certains matchs, il pourra faire beaucoup de bien. Mais toute une saison au poste de numéro 10, je ne pense pas. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de bonnes choses. Comme je l'ai dit, dans les matchs où il est un petit peu essayé sur l'aile gauche, ça peut lui faire du bien d'être plus axial, toucher plus de ballons et être plus important au cœur du jeu, ok. Mais il y a d'autres matchs où tu n'exploites pas ses vraies qualités. Sa prise de profondeur notamment, mais pas que. C'est surtout son attrait pour le but de la surface adverse. À ce moment-là, il peut être encore plus dangereux. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à Rafinha au poste de numéro 10. Maintenant, en parlant de 10, il y en a un qui va récupérer ce numéro normalement la saison prochaine. C'est Lamine Yamal. Et oui, l'information est très très importante. Parce que on peut le sous-estimer, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Lamine Yamal va récupérer le numéro 10 la saison prochaine. C'est pratiquement bouclé. On le sait, on en entend beaucoup parler. Et puis, ce n'est pas simplement une question de numéro de maillot. Déjà, on sait que Léo Messi avait porté ce maillot. Ronaldinho avait porté aussi ce numéro de maillot, pardon. Mais par rapport à ça, surtout, ce qui est important ici, c'est que Lamine Yamal va prolonger, va avoir un meilleur salaire. Alors, il y avait les rumeurs qui disaient que Lamine Yamal voulait être le joueur le mieux payé du Barça, mais ça a été rapidement démenti par son agent Jorge Mendes et par Deco, le directeur sportif du FC Barcelone. Donc, autant dire que ce n'était pas vrai, on le sait. Il devrait être le 3e joueur le mieux payé du club, ce qui est déjà énorme. On verra si ça va se confirmer ou non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il aura une revalorisation salariale et c'est logique. On parle ici d'un joueur qui est l'un des grands prétendants au Ballon d'Or, un joueur qui a réalisé une saison énorme et qui ne cesse de progresser. Et certainement que c'est le joueur le plus talentueux au monde. Donc c'est logique tout ça au final. Et puis même d'un point de vue marketing, il apporte beaucoup au club et il rapporte aussi beaucoup d'argent. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, par rapport à tout ça, c'est un nouveau statut et c'est le numéro 10. C'est-à-dire qu'au final, les attentes seront encore plus grandes autour de lui. La saison passée, j'avais dit qu'il ne devrait pas avoir le numéro 10. Je pensais que c'était un petit peu trop tôt. Et je disais que le numéro 19, c'est parfait parce qu'il fait un petit clin d'œil à Léo Messi, mais il ne prend pas toute la pression du numéro 10. Donc, il s'en sort plutôt bien. Il passe
un cran au-dessus, mais pas non plus 5 crans au-dessus. Et c'est ça qui a été intéressant. Au final, il a tellement tout explosé cette saison, il a tellement prouvé qu'il boit la pression que désormais, c'est inévitable. On a besoin de voir Lamine Yamal avec le numéro 10 sur le dos, déjà pour vendre encore plus de maillots, pour rentrer dans l'histoire, et puis pour assumer encore un nouveau statut. Là, je pense que c'est le moment ou jamais. On a hâte de voir ça. Et puis, il y a des choses qui sont intéressantes à analyser en dehors du côté psychologique, parce que là, on parle des choses en soi, c'est qu'une question de gestion de pression, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir combien de buts Lamine Yamal va inscrire la saison prochaine. Ça, c'est un point important. On l'a vu en fin de saison, il a enchaîné but sur but. Il a montré qu'il a désormais sa spéciale où il rentre sur son pied gauche et il allume en pleine lucarne avec une enroulée magnifique. Ça, on l'a vu répéter plusieurs fois. On voit qu'il arrive de plus en plus à marquer des buts. On sait que dans les grands matchs, très souvent, il marque aussi. Et donc, forcément, on veut qu'il améliore ses statistiques à ce niveau-là. Et puis, ça va encore plus conforter sa place de meilleur joueur au monde. On le sait, il est encore jeune. Et souvent, les jeunes joueurs ont des difficultés à ce niveau-là. C'est son cas, mais il progresse tellement vite. Et pour moi, il a un fort potentiel. J'aimerais dire surtout que je suis persuadé que Lamine Yamal, dès la saison prochaine, il peut faire une saison à 30 buts. Moi, ça ne me choquerait pas du tout, une saison à 30 buts ou plus de Lamine Yamal. Il en est largement capable. On le sait. Maintenant, ici, le petit piège, c'est de déjouer. Le petit piège, c'est de forcer un petit peu là-dessus et d'oublier un peu ses partenaires. On sait que Lamine Yamal a une grande force, c'est qu'aujourd'hui, quand il est face à un défenseur, on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas s'il va dribbler, on ne sait pas s'il va faire la passe, on ne sait pas s'il va frapper. Toutes les possibilités existent avec lui. Et c'est ça qui fait sa grande force, c'est son imprévisibilité. Et puis aussi sa vision de jeu et sa qualité de passe qu'il arrive à mettre au profit de ses coéquipiers. Mais si la saison prochaine, on a un joueur qui fait moins les efforts collectifs et qui pense surtout à lui-même en voulant marquer des buts et en voulant terminer les actions seul, ça peut frustrer ses coéquipiers, mais surtout, ça peut apporter du gâchis. On sait que Yamal a une grande force, c'est qu'il est hyper mature pour son âge. Il sait quand il doit faire la passe, quand il doit dribbler, quand il doit frapper. Il arrive très bien à comprendre ça. Si maintenant, il change un petit peu à ce niveau-là, ça peut poser problème. Et je pense que c'est un petit piège parce que Yamal a envie de briller. On sait que c'est un joueur qui a envie de choquer le monde entier. Il a envie de casser tous les records et il sait qu'il est capable de marquer beaucoup plus de buts. On sait que par exemple avec son père, il se met des défis où il doit marquer X buts sur la saison. C'est des choses qui le motivent, c'est des choses qui sont positives. Maintenant, il faut faire attention à la limite où ça peut devenir problématique. Je n'ai pas vraiment de crainte, je pense qu'il va savoir gérer ça, mais je pense tout de même qu'il faut en parler. Parce qu'on est sur un joueur qui évolue extrêmement vite, beaucoup plus vite que ce qu'on a déjà vu dans l'histoire du football. À son âge, on n'a jamais vu un joueur aussi fort, c'est évident. Et par rapport à ça, il faudra tout de même qu'il arrive à garder les pieds sur terre alors qu'il est en train de voler, il est en train de planer le gars. Donc, c'est pas facile tout ça en soi. C'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, que personne n'a jamais connu et que lui va découvrir et va être le premier à connaître ça. Donc, c'est des points aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, quand on y pense, nouveau statut en termes de salaire, numéro 10, joueur qui a évolué et qui désormais est capable de faire de plus en plus de choses sur le terrain. Donc la saison prochaine, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a un potentiel pour qu'il s'installe définitivement en tant que meilleur joueur du Barça, meilleur joueur au monde, ballon d'or prospect pour chaque saison. Ça peut être fou, mais il faut faire attention tout de même, rester calme et on verra, même si c'est difficile de rester calme, des fois il faut le faire. Donc voilà, on a parlé de Rafinha, on a parlé de Lamine Yamal, c'est des points importants selon moi, des joueurs qu'il faudra suivre la saison prochaine parce qu'ils sont entrés dans une nouvelle dimension. J'aimerais parler d'un autre joueur, et lui c'est différent. Là on descend de plusieurs étages et ce n'est pas pour le dénigrer parce que c'est un super joueur que j'apprécie beaucoup, mais il n'a pas la même reconnaissance et puis la même valeur sportive que ces joueurs-là, on le sait. J'aimerais parler de Marc Casado, qui a réalisé une première partie de saison énorme et puis qui a baissé petit à petit en régime. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que il a été dans un premier temps hyper important et il avait un profil surtout différent des autres. On a vu un joueur sans ballon qui a été excellent, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a été très agressif avec un super pressing et contre-pressing. Et puis on a vu De Jong qui lui était beaucoup plus fort avec ballon, mais tout de même Casado donnait beaucoup d'assists importants. Il y avait quand même deux profils différents, mais deux profils qui étaient très forts, très performants. Et puis il y a eu la blessure de Casado qui a fait qu'il n'a plus joué. Mais attention, moi je pense qu'il a sa carte à jouer pour la saison prochaine, pour plusieurs raisons. Mais déjà dans un premier temps, quand on regarde les matchs qu'il avait fait face au Bayern notamment et face au Real Madrid, ça a été fou. À 21 ans, il a prouvé qu'il avait déjà le niveau pour jouer des matchs de Ligue des Champions, mais
des vrais matchs avec des champions ou des classicos. On l'a vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a été très performant. Et puis, je pense qu'il a une marge de progression à aller chercher. Il peut toujours continuer à progresser. Et je pense que De Jong a été excellent, mais que Casado aussi peut apporter autre chose. Des choses que De Jong ne sait pas apporter. Et peut-être qu'en fin de saison, quand tu as vu que le Barça a baissé un petit peu en régime, a encaissé plus de buts, c'est peut-être parce que Casado n'était plus là. Aussi, c'est possible. Parce que dans son jeu sans ballon, il est excellent. Alors attention, j'ai toujours dit, De Jong, sans ballon, a beaucoup progressé, a récupéré beaucoup de balles aussi, a fait de très bonnes choses là-dessus, c'est évident. Mais selon moi, comme j'ai toujours dit, il ne pourra jamais être au niveau de Casado parce que c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes premières qualités. En dehors de ça, un point qui me paraît important aussi, c'est que selon moi, Hansi Flick ne va pas jouer toute la saison en 4-2-3-1 avec un double pivot et avec un numéro 10. Je pense qu'il y a quelques moments dans la saison où il va jouer en 4-3-3 encore une fois avec une pointe basse et deux milieux relayeurs parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a Gavi au sein de l'effectif et d'autres milieux aussi qui pourraient espérer avoir du temps de jeu. Mais de manière globale, c'est une formation aussi qui fonctionne très bien et qui apporte plus de contrôle, ce qu'Hansi Flick veut avoir à quelques moments de la saison. Donc Casado pourrait faire beaucoup de bien en pointe basse. J'ai hâte de voir ce que ça pourra donner. Je pense que c'est un joueur qu'on sous-estime trop parce qu'il ne fait pas trop rêver. C'est un joueur qui est très petit en taille, qui n'est pas physique, qui n'est pas le plus rapide, qui n'est pas le plus à l'aise, balle au pied. Maintenant, c'est un joueur qui a un amour inconditionnel envers ce club, un joueur qui est hyper déterminé sur le terrain, fait beaucoup d'efforts dans le jeu sans ballon et tout de même, il a une très bonne qualité de passe. On l'a vu, capable de donner des ballons de but à ses coéquipiers, notamment Rafinha. Il a une très bonne connexion avec lui. Ça a souvent très bien fonctionné dans les grands matchs, que ce soit face au Bayern ou 2 fois face au Real Madrid. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Vraiment, il faut considérer davantage Marc Casado. Moi, personnellement, je préfère un joueur comme Marc Bernal. J'ai toujours dit, il est plus talentueux que lui, selon moi. Mais ce n'est pas qu'une question de talent. Ce qu'il faut se dire, c'est que Casado s'est déjà imposé dans cette équipe, s'est déjà intégré dans cet effectif et a déjà prouvé qu'au top niveau, il peut beaucoup apporter. Donc tout ça, il faut le prendre en compte et il faut lui donner encore plus d'opportunités de pouvoir briller et de pouvoir jouer au sein de l'équipe. Maintenant qu'on a dit ça, un dernier point pour terminer cette vidéo beaucoup plus longue que prévu, ça concerne Hansi Flick. Et Hansi Flick, pour moi, il y a une chose vraiment qui doit retravailler la saison prochaine. Et ce n'est pas la grande priorité, mais c'est une chose, selon moi, qui sera importante pour être compétitif parce que je pars du principe où le Barça devra jouer toutes les compétitions à fond, Liga, Copa, Supercopa, Ligue des Champions. Il faudra tout donner dans toutes les compétitions, mais pour ce faire, il faudra de la rotation. Et ça, c'est un point important. On a vu que Ferran Torres a beaucoup apporté. En l'absence notamment de Lewandowski, il a été très performant. On a vu que Eric Garcia aussi a beaucoup apporté, et bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis au milieu de terrain, il y a déjà énormément de profils. La saison passée, tu avais commencé avec Gavi et De Jong qui étaient blessés. Rapidement, Fermin Lopez aussi, après les JO, s'était blessé. Donc, tu avais plusieurs absents et tu ne pouvais pas faire beaucoup de tournées. La saison prochaine, tu vas commencer avec beaucoup de milieux de terrain. Et j'espère vraiment qu'Hansi Flick va donner beaucoup plus d'opportunités à d'autres joueurs. Et en termes surtout, donner plus de repos à un gars comme Pedri. Donner plus de repos aussi à Lamine Yamal, à Rafinha et à Koundé notamment, qui ont été hyper utilisés. Mais même Pau Cubarsí, on peut en parler, lui aussi a beaucoup joué alors qu'il est extrêmement jeune. Ça, c'est des points importants. Alors des fois, c'est vrai que la profondeur de banc est assez légère. C'est pour ça qu'il faudra faire aussi un bon mercato. Je pense que par exemple, au milieu de terrain, il y a largement de quoi faire. Il y a beaucoup d'options très intéressantes. Donc tu as de quoi faire tourner. Maintenant, aux autres postes, c'est plus compliqué. Mais justement, par exemple, Ferran Torres et Eric Garcia, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Pourtant, ils ont été hyper performants et ont beaucoup aidé. Je pense que, encore une fois, si tu veux être compétitif sur tous les tableaux, il faudra miser sur ton banc et puis ne pas voir des joueurs comme des titulaires et d'autres comme des remplaçants, mais simplement des joueurs qui peuvent t'apporter dans différents types de situations et de contextes. Et je pense que quand on regarde la fin de saison du Barça, on a vu que l'équipe a encaissé beaucoup de buts et on parlait du piège de hors-jeu qui au final a été compris par les adversaires, etc. C'est une éventualité, c'est une possibilité, mais moi je pense que ce qui a posé le plus de tort au Barça, ce n'est pas le piège de hors-jeu, ce n'est pas la défense ou quoi, c'est surtout que la fatigue s'est accumulée et que les joueurs ont eu de plus en plus de difficultés à répéter les efforts à très haute intensité. Par exemple, pour le piège de hors-jeu, ça demande quand même beaucoup d'énergie à toujours courir et sprinter en avant pour mettre les joueurs en position de hors-jeu. Et de manière globale, on sait que c'est un coach quand même qui demande beaucoup d'efforts physiques avec le pressing, le contre-pressing, le replacement. Tout ça, ça fait que d'un point de vue physique, les joueurs sont mis au défi et même les gardiens. On a vu que ce soit Inaki Peña, Tech ou même Ter Stegen, ils ont dû courir énormément et beaucoup plus que ce qu'ils ont connu dans leur carrière. Donc, par rapport à tout ça, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que lorsque tu peux très peu faire tourner,
et donner du repos à tes joueurs, au final, tu le payes très très fort en fin de saison. On l'a vu, surtout avec un style comme ça, autant demandant d'un point de vue physique et répétition des efforts. Alors, l'une des clés pour la saison prochaine sera de donner plus de temps de jeu à tes remplaçants sur le papier, potentiellement qui pourraient devenir titulaires. Et ça aussi, c'est un point important par rapport à Fermin Lopez, par exemple. On l'a vu, il a été très bon à chaque fois qu'il a joué. Il ne faut pas hésiter. Si vraiment il est si performant que ça, quelquefois, il mérite d'être titulaire dans des matchs importants. Ça aussi, c'est un point important. Parce que des fois, on a l'impression quand même qu'il avait des statuts et des préférences. Ça n'a pas toujours été le cas, mais quelquefois aussi, ça peut être important de le souligner. Donc, par rapport à tout ça, c'est des points qui sont importants. Donner plus d'importance à tes joueurs qui sont sur le banc et comprendre que si eux sont performants, les titulaires le seront encore davantage. Et puis, on l'a vu, par exemple, Quesado a été très très fort à apporter une telle concurrence que De Jong a dû donner le meilleur de lui-même pour pouvoir jouer. Et au final, il a montré son meilleur niveau depuis très longtemps. Et ça peut être le cas pour d'autres joueurs aussi. Après, oui, encore une fois, c'est une question d'effectif. Il faut avoir de la qualité sur le banc. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas à tous les postes. Mais quelquefois, tu peux faire plus que ce que tu as fait. Ça, c'est une évidence. Par rapport à tout ça, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Rafinha au poste de numéro 10. Lamine Yamal qui va récupérer le numéro 10. Marc Casado. Et puis un Flick au niveau de la rotation. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.